Aujourd'hui, on va introduire le concept de réseau de neurones, on va voir comment est construit un réseau de neurones et comment, à partir de l'entrée qu'on lui donne, calculer la sortie, c'est-à-dire faire le forward pass. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un réseau de neurones? C'est un modèle qui est capable de faire de l'apprentissage par supervision, que ce soit en classification ou en régression. Alors on a déjà vu ce que c'était qu'un modèle au travers de deux exemples, celui de la régression linéaire qui faisait justement de la régression et celui de la régression logistique qui faisait de la classification. Et donc pourquoi, si on sait déjà faire les tâches de régression et de classification, pourquoi vouloir introduire un nouveau modèle? En fait, les deux modèles que l'on a vus, ils supposent une hypothèse qui est très forte, on l'a vu, c'est celle de la linéarité. Donc typiquement, ils seraient incapables d'être performants sur des données comme celle-ci, qui ne respectent plus l'hypothèse de linéarité. Et ne pas pouvoir traiter de telles données, c'est très limitant puisque dans la plupart des cas réels, il n'existe pas de relation linéaire qui relie la sortie à l'entrée. La relation entre l'entrée et la sortie est souvent beaucoup plus complexe. On va illustrer cela avec le TensorFlow Playground, un site qui nous permet de construire et d'entraîner rapidement des petits réseaux de neurones. Considérons un problème de classification avec deux entrées x1, x2 et deux classes, donc représentées ici en orange et en bleu. On commence avec un modèle de régression logistique comme celui qu'on a vu dans la dernière vidéo. Pour le cas où les données sont séparables linéairement, l'entraînement se passe bien, pas de surprise. Mais évidemment, pour des cas plus complexes comme celui-ci, où les données ne sont plus séparables linéairement, bien là, sans surprise, le modèle ne parvient pas à bien séparer les données. Donc justement, d'où l'intérêt de construire un modèle plus puissant pour classifier ces données. On peut ajouter des couches dans notre réseau de neurones, couches qui sont remplies de neurones, et si on lance l'entraînement, on voit que cette fois le modèle arrive bien à classifier nos données. Alors comment construire un réseau de neurones? Lorsqu'on représente un réseau de neurones de cette façon, en fait chaque cercle, qu'on appelle justement un neurone, correspond à une unité qui fait un calcul qui est le même calcul que celui effectué par un modèle de régression logistique. Alors on va revenir rapidement sur ce modèle de régression logistique qu'on va justement représenter par un neurone qui prend en entrée des nombres, ici deux entrées x1, x2, on parle aussi de caractéristiques ou de features, et il va produire une sortie. Alors en fait, on peut décomposer le calcul de la sortie en deux étapes. Une première étape qui est linéaire, dont on va appeler le résultat z, et qui va valoir donc z qui est égal à w1x1 plus w2x2 plus b. Et une étape qui introduit une non-linéarité dans le modèle au travers de la fonction sigmoïde. On appelle a le résultat de cette étape, et on dit que a est l'activation du neurone, qui est aussi sa sortie. Bon, et bien comme je l'ai dit, on va employer plusieurs de ces neurones pour créer un réseau de neurones. En fait, il y a deux façons d'empiler ces neurones. On peut les empiler verticalement. Les différentes unités vont alors faire des calculs en parallèle sur une même entrée. On peut alors utiliser la sortie de chacun des trois neurones pour calculer la sortie finale du réseau. Mais on peut aussi empiler les neurones horizontalement et en fait, on va créer ce qu'on appelle des couches dans notre réseau de neurones. Là, les calculs ils vont se faire de manière séquentielle puisque la sortie d'une couche va être l'entrée de la couche suivante. Et donc évidemment, on a le choix lors de la conception de notre modèle de comment arranger ces neurones. Est-ce qu'on veut un réseau qui est profond, c'est-à-dire avec beaucoup de couches, ou est-ce qu'on veut plutôt des couches peu nombreuses mais avec beaucoup de neurones? Il n'y a pas de réponse universelle à ces questions. Et en fait, le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, etc., ce sont des hyperparamètres qui doivent être choisis par le designer du réseau, tout comme le taux d'apprentissage alpha. Et donc ces hyperparamètres, ils sont amenés à changer à chaque fois qu'on traite un nouveau problème. On va maintenant s'intéresser à la définition de quelques notations et au forward pass sur un réseau de neurones assez simple avec deux entrées x1 et x2. On le sait, chacun des neurones a besoin de trois paramètres pour calculer sa sortie grâce aux entrées x1 et x2. Alors comment nommer ces paramètres pour un neurone donné? Voici la convention de nommage qu'on utilise. Chaque poids du réseau W va être indicé par deux nombres qui permettent en fait de l'identifier. Le premier, c'est la place du neurone dont W est un poids, donc 1, 2 ou 3 ici. Et le deuxième nombre, c'est le numéro de l'entrée associée au point en question. Et pour le paramètre B, là on a juste à l'indicer par la place du neurone dans sa couche. Une fois ces notations posées, on peut alors exprimer la sortie de chacun de ces neurones à partir de ces poids et de l'entrée. Là encore, il y a deux calculs par neurone, un calcul linéaire puis un calcul non linéaire. Alors on peut résumer ces équations à seulement deux équations génériques qui donnent l'expression de la sortie du neurone I, avec I qui peut valoir ici 1, 2 ou 3. Donc ça c'est un bout du forward pass pour ce réseau de neurones.
Notez qu'on a utilisé jusque-là la fonction sigmoid pour la partie non linéaire, mais en fait on peut utiliser n'importe quelle fonction f qui est non linéaire. On parle de fonction d'activation et c'est également un hyperparamètre à choisir. Alors on peut généraliser ce qu'on vient de voir à un réseau arbitrairement grand avec n entrées et m neurones sur la deuxième couche. C'est exactement la même chose, les conventions de notation sont les mêmes et l'écriture du forward pass est la même. Donc pour être bien clair, I représente le neurone I de la seconde couche, ZI le résultat du calcul linéaire de ce neurone et AI la sortie de ce neurone, aussi appelée l'activation. Et il faut aussi se rappeler de la convention de nommage pour les poids W, où le premier nombre décrit le neurone auquel appartient le poids et le deuxième nombre décrit justement le neurone d'entrée avec lequel ce poids est connecté. On va maintenant poursuivre ce qu'on a fait, mais sur des réseaux comportant plusieurs couches. On va introduire une nouvelle notation qui tient en compte de la couche dans laquelle se trouve un neurone. Alors en fait, ces nouvelles notations sont très simples, elles sont identiques à celles qu'on vient de voir, seulement on va rajouter en exposant le numéro de la couche entre crochets de la quantité à laquelle on se réfère, que ce soit pour les poids W et B, pour les ZI ou pour les activations AI. Et donc les équations du forward pass sont identiques, on a juste à mettre les bons crochets au bon endroit et en tenant compte du fait que les entrées de la couche 2 sont les sorties de la couche 1, c'est-à-dire les AI1. De la même manière, les entrées de la couche 3 sont les AI2. Alors pour avoir une écriture complète, il faut aussi avoir accès au nombre de neurones dans chacune de ces couches, qu'on va noter n exposant le numéro de la couche entre crochets. Donc par exemple, n crochet 2 vaut 4 puisque 4 neurones se trouvent dans la couche 2. Et enfin, on va considérer que les entrées forment une couche. En fait, ça va être la couche 0. Et donc, on va noter A1 crochet 0 pour x1 et A2 crochet 0 pour x2. Cela permet d'appliquer la formule du forward pass qu'on vient de voir pour la première couche au lieu d'avoir une formule spécialisée avec les x1 et les x2. Avec ces deux formules, donc, on peut calculer les activations ou les sorties des neurones d'une couche L, les AIL, grâce aux activations ou aux sorties des neurones de la couche L-1, les AIL-1. Et donc en fait, cela nous permet de faire le forward pass sur l'entièreté du réseau. Si on commence avec les features x1 et x2, ou encore les A1, 0 et A2, 0, on peut calculer les activations de la première couche en utilisant la formule, puis à nouveau en utilisant cette formule, les activations de la seconde couche, etc., jusqu'à arriver à la sortie finale. Pour la terminologie, la première couche, donc la couche 0, est appelée la couche d'entrée. Les couches 1 et 2 sont appelées les couches cachées du réseau. Et la dernière couche, ici la couche 3, est appelée la couche de sortie. On a donc vu la définition d'un nouveau modèle, le réseau de neurones, et on sait pour ce modèle effectuer le forward pass pour calculer à partir d'une entrée la sortie. L'algorithme de backpropagation va alors nous permettre d'effectuer le backward pass, c'est-à-dire calculer la dérivée du coût J par rapport à chacun des paramètres. Et évidemment, cela sera fait automatiquement grâce au graphe de calcul. Alors ici, on emploierait un graphe de calcul scalaire puisqu'on ne traite que des nombres. Donc finalement, comment entraîner un réseau de neurones ? Eh bien, on l'entraîne de la même façon qu'on entraînerait notre modèle de régression linéaire ou de régression logistique. On effectue le forward pass sur l'ensemble de nos exemples, puis le backward pass afin de calculer les dérivées, et on se sert de ces dérivées pour effectuer une mise à jour de nos paramètres avec la méthode de la descente de gradient. Alors avant de terminer cette vidéo qui était surtout technique finalement, on va revenir sur l'idée qui est celle de vouloir stacker des petites unités de calcul, ces neurones. En fait, on va essayer de justifier cette idée de manière intuitive. Pourquoi est-ce que ça marche en pratique ? On va prendre un exemple de régression simple que l'on veut résoudre avec un réseau de neurones. On veut, à partir de certaines caractéristiques d'une maison, prédire son prix. Donc, admettons qu'on ait accès par exemple à sa surface, le nombre de salles de bain, la présence ou non d'un jardin et puis l'accès à la fibre. Ces caractéristiques, ou comme je l'ai dit, donc ces features, forment la couche d'entrée de notre réseau, et la sortie, ce sera la prédiction de notre modèle, le prix. On suppose que le modèle a été entraîné sur ces données et qu'il réussit bien à faire cette tâche de régression. La question qu'on se pose, c'est comment le modèle a appris à réaliser cette tâche de prédiction de prix à partir des données qu'il a vues. Alors oui, évidemment, il y a la réponse technique qui est de dire que le modèle a utilisé la descente de gradient pour optimiser le coût, etc. etc. C'est évidemment ce qui se passe en pratique, mais on peut avoir une interprétation un peu plus conceptuelle et avec un peu plus de recul sur ce qui se passe dans le réseau.
En fait, ça a été plus ou moins montré en pratique. La couche cachée du réseau va calculer à partir des features d'entrée des features plus complexes. Par exemple, est-ce que la maison est vivable en famille, ou bien le nombre d'animaux possibles qui peuvent y vivre, ou encore est-ce qu'il est possible d'y faire du télétravail. Et en fait, on voit que c'est plus simple de prédire le prix d'une maison à partir de ces features avancées plutôt qu'à partir des features d'entrée qui sont plus larges. Alors il est à noter quand même que c'est le réseau de neurones pendant son entraînement qui a fait le choix de calculer ces features-là. En aucun cas, on lui a dit de s'intéresser à est-ce que la maison est vivable en famille, etc. Donc on pourrait imaginer pour la feature vivable en famille que cette feature dépend fortement des entrées surface et jardin, et un peu de salle de bain, mais peu de l'entrée télétravail. De la même manière, la feature télétravail va dépendre fortement de l'entrée fibre, un peu de l'entrée surface, mais pas du tout des entrées salle de bain et jardin. L'idée à retenir avec cet exemple, c'est qu'on utilise beaucoup de petites unités de calcul qui s'adonnent chacune à calculer une feature ou une représentation de l'entrée, et c'est le calcul enchaîné au travers des couches du réseau de ces features qui va permettre à la fin de prédire la sortie. Donc l'entraînement consiste en fait à trouver les bonnes features qui permettent de calculer correctement la sortie d'une entrée. Alors notez qu'ici, les features complexes calculées par ce réseau, donc vivables en famille, etc., sont clairement définies et surtout elles sont interprétables par un humain, mais en pratique c'est très rarement le cas. Il est très difficile d'interpréter les features calculées par un réseau de neurones. Alors un autre exemple qui vient appuyer cette idée de calcul de features avancées ou complexes, c'est celui de la reconnaissance de visage dans une image. Ce qui est représenté ici, ce sont les filtres d'un réseau de neurones à convolution, un type de réseau de neurones efficace pour traiter des images. Donc un filtre, c'est un peu comme un détecteur, et on voit que ces filtres proviennent des 3 premières couches du réseau, sans compter la couche d'entrée. Et on remarque que en fait, chaque couche calcule des features avancées qui sont de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on progresse dans le réseau. La première couche, elle est responsable de détecter dans l'image les lignes, qu'elles soient horizontales, diagonales ou verticales. Cela permet alors à la seconde couche de détecter des morceaux de visage, un nez, une bouche, des yeux, etc. Et enfin, la troisième couche, elle va être capable, à partir de la détection des bouts de visage, de détecter des visages entiers. Et ces filtres-là, ils viennent d'un réseau de neurones qui a été entraîné en pratique. Donc en fait, toute cette idée intuitive des features complexes, elle n'est pas que théorique, elle est aussi pratique. Et vous pourrez retrouver dans la description un article très détaillé sur cette visualisation de features. On en reparlera peut-être plus tard en détail lorsqu'on abordera ce type de réseau de neurones. Alors on verra dans une vidéo future une interprétation plus juste de cette idée, mais cette fois-ci en se basant sur les transformations linéaires et donc sur l'algèbre linéaire. On verra également le rapprochement, aussi faible soit-il, avec les neurones biologiques. Et donc j'aimerais conclure cette vidéo en soulignant le fait que c'est justement ce calcul automatique de features complexes qui a été perçu comme une grande avancée apportée par les réseaux de neurones. Ce qu'on faisait avant, c'était qu'on calculait ces features complexes à la main pour pouvoir en fait aider le modèle à prédire la sortie. On a donc vu ce qu'était un réseau de neurones, on a posé différentes notations et on a vu comment entraîner un réseau de neurones. Dans la prochaine vidéo, ce sera aussi une vidéo assez technique. On va réécrire nos équations du forward pass, mais sous forme matricielle afin d'alléger les notations et aussi de pouvoir faire nos calculs avec des matrices et non plus des scalaires.